Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. J'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop souffert du confinement et que vous abordez le déconfinement avec la plus grande prudence. Les brasseurs, eux, dégustent. Les pertes occasionnées par la fermeture administrative des bars et des restaurants sont colossales. Mais cette situation inédite a suscité de nombreuses initiatives pour aller de l'avant. Cet élan de solidarité, le Podcapsuleur s'en est fait l'écho à travers la chaîne solidaire. Au total, 20 petits épisodes avec les acteurs qui portent ces initiatives. Tout est en ligne, tout est disponible, tout est écoutable. Allez, on part en balade à la campagne. Aujourd'hui, direction le département de l'Aube, dans le Grand Est. Saison 3, épisode 3, la brasserie du Moulin Saint-Martin à Saint-Martin-de-Bosnay. Mao Daras Dodrecy-Morin a 37 ans, originaire de Belgique. C'est en France qu'elle s'implante en 2003 pour monter sa brasserie. Oui, vous avez bien calculé, elle avait 20 ans lorsqu'elle s'est lancée dans l'aventure. Bonjour, je m'appelle Mao Daras Dodrecy, j'ai 37 ans et je suis brasseuse. Une vieille brasseuse puisque ça fait maintenant un peu plus de 16 ans que je brasse à Saint-Martin-de-Bosnay, dans l'Aube, en Champagne-Ardenne. Un pays qui est réputé pour son champagne, mais pas tellement pour sa bière, si ? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'au départ, on était un petit peu les ovnis qui débarquaient dans un pays de Champagne. Et finalement, l'Aubois est un peu un Belge qui s'ignore, puisqu'il aime bien manger et bien boire différents breuvages. Tu as ouvert ta brasserie ici à Saint-Martin-de-Bosnay en 2003. On est au tout début encore du renouveau brassicole en France. Oui, tout à fait. Oui, vraiment au tout départ du renouveau entre guillemets de la brasserie artisanale. On est arrivé, je ne sais pas si on est vraiment pionnier dans l'histoire, mais c'est vrai qu'on est une des anciennes nouvelles brasseries, si on peut dire. Et j'ai commencé toute jeune, tout à fait, à 21 ans. C'est vraiment une passion que j'ai depuis que je suis adolescente finalement. Alors mes origines belges ont certainement joué un peu dans l'aventure puisque je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique et peut-être comme Astérix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mon papa avait une belle cave à bière, comme certainement tous les Français ont une belle cave à vin, un peu avec des petites pépites et ça a certainement influencé un peu ma passion pour la bière. Donc étant petite, j'ai vu des belles étiquettes, j'ai vu des beaux produits, j'ai eu tout de suite un peu la curiosité du produit. Dans la famille, on a toujours fait des potagers, transformé les produits, les matières premières, fait de la cuisine, faire des confitures, fait des choses comme ça. Et finalement, la bière, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on la fabriquait. Et assez rapidement, donc, j'ai voulu me renseigner. Quand j'avais un travail, un exposé à faire à l'école, même en primaire, en fin de primaire, c'était déjà un peu autour de la bière. Voilà, c'est déjà une vieille passion, la bière. Une des toutes premières, des tout premiers souvenirs que j'ai avec la bière, c'est la visite de la brasserie d'Orval. Quand j'avais 12-13 ans. Mes parents sont historiens tous les deux et ma maman avait aidé un des moines à faire des recherches au niveau des archives de l'université dans laquelle elle travaillait. Et il nous avait fait une fleur puisqu'il avait entendu dire que j'étais passionnée de la bière. Donc il nous avait fait une fleur, il nous avait invités pour faire la visite de la brasserie. Ce qu'on ne fait évidemment pas du tout quand on visite l'abbaye d'Orval. D'habitude on fait les lieux communs, l'église, et là il nous avait invités pour faire la visite de la brasserie. Donc je me suis retrouvée à 12 ans dans des lieux vraiment ancestraux, historiques, avec des moines partout qui s'affairaient sur les machines qui sont magnifiques, dans un cadre magnifique. Et la visite s'est terminée par la chaîne où il a pris des bières dans les bacs, il a ouvert des bouteilles pour tout le monde et il a servi à tout le monde une bière. Et je me suis retrouvée à 12 ans à boire ma bière d'Orval à la bouteille en plein milieu de la brasserie. Je peux vous dire que l'après-midi était joyeuse et certainement que ce petit souvenir a certainement fait basculer un petit peu mon envie qui était déjà existante pour la production de la bière et la fabrication de la bière. 12 ans, c'était ta première bière ?
Oui, bien sûr. Non, c'est vrai qu'à la maison, on avait, pendant les vacances, j'avais l'autorisation de temps en temps de me servir un petit, alors ce qui a peut-être plus beaucoup pour le moment, mais des bières de table. En Belgique, il y avait la brasserie Pied de Bœuf qui faisait de la bière de table à 2-3 degrés. Alors, je suis sûre que si on regoûterait, ça serait vraiment pas bon du tout, mais voilà, on avait le droit un peu de temps en temps, un peu comme les jours de fête, à boire un petit peu de bière de table. Et puis, sinon, oui, c'est vraiment la première. L'Orval, en plus, ça reste quand même un des caviars de la bière en Belgique. C'est un beau souvenir, en tout cas. Quand on a 12 ans, on rêve de devenir maîtresse, de devenir vétérinaire, de devenir, je sais pas quoi, médecin. Toi, cette passion pour la bière ne t'a jamais quitté? Oui, ça a été assez rapidement une idée fixe, puisque j'ai vraiment toujours eu cette idée à la tête. Au départ, sans trop le dire, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre, hein, une fille, plus assez jeune, et cette idée m'a pas quittée, donc je me suis bien sûr documentée, renseignée. C'est vrai que à l'époque, il n'y avait pas d'internet, donc il y avait un accès à l'information quand même beaucoup moins facile. Donc c'était le vieux Larousse ménager de ma mamie qui avait des recettes de ménage, de bière de ménage. Donc après, ça a été très vite une chose que j'ai rajoutée sur ma liste au Père Noël, c'était un kit de brassage que j'ai eu à 16 ans. Voilà, à force de vouloir. Donc j'ai commencé à en faire à la maison, tout simplement, à 16 ans. Comme maintenant, on trouve beaucoup de kits de brassage amateurs. Il y a beaucoup de gens qui font leur propre bière à la maison. Et j'ai commencé comme ça. Donc vraiment ado, au départ, avec des kits de brassage. Et puis, quand il y avait un travail à faire à l'école, j'allais voir des brasseurs. Puis c'est vrai que l'avantage en Belgique, c'est que vous n'avez pas beaucoup de kilomètres à faire pour trouver des brasseurs. Il y a une densité déjà, même à l'époque, une densité qui était intéressante aussi. Et donc j'ai rencontré quelques brasseurs qui m'ont un peu donné un peu du grain, un peu de ceci, donné un peu de motivation aussi pour faire vraiment du début jusqu'à la fin dans des petites casseroles. J'ai encore ma toute première casserole ici à la brasserie. J'ai gardé l'espèce de vestige. Et évidemment, la première bière, c'est série limitée avec numéro sur la bouteille. J'en profitais, je faisais des enchères auprès de ma famille pour dire qui veut celle-là, quel numéro tu veux, et puis après réinvestir ce petit pécule pour acheter du matériel un peu plus grand et voilà, passer progressivement avec un petit peu plus de quantité produite à chaque fois. Tes racines sont en Belgique. Ici, tu as installé ta brasserie il y a maintenant 16 ans, ce qui n'est pas rien, à Saint-Martin de Bosnay dans l'Aube. Pourquoi t'es pas resté en Belgique ? C'est assez compliqué parce que alors mon papa habite depuis plus de 35 ans en France. En Belgique, la difficulté, c'est qu'il y en avait déjà aussi beaucoup. Il y avait quand on a envie de travailler dans la brasserie, soit vous avez fait des super études, en plus, je ne vais pas dire que la bière en Belgique c'est sérieux, c'est-à-dire que vous faites minimum 5 ans soit d'ingénieur industriel, soit d'agronomie, et puis après vous faites une spécialisation brasserie, vous en avez pour 7 ans d'études, soit vous vous faites engager au bas de l'échelle dans une brasserie, parce que vous n'avez pas les compétences pour être brasseur, vous ne pouvez pas venir comme ça, voilà, j'ai 20 ans, j'adore la bière, engagez-moi, je m'occupe de votre production, donc c'est assez compliqué, et puis vous imaginez peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez grimper dans les échelons. Il y avait cette possibilité-là, et puis il y avait une autre possibilité qui s'est ouverte à moi. Donc, comme mon papa habitait en France, dans un coin finalement où il y avait du potentiel en termes de population, en termes, il n'y avait pas non plus, on n'était pas dans un coin de la Champagne vraiment trop exclusif, Champagne comme du côté d'Épernay ou Montagne de Reims ou des choses comme ça. Et donc, le pari, ça a été de me proposer de se lancer ensemble. Et c'est comme ça que j'ai débarqué un petit peu avant décembre 2003 pour lancer l'aventure de la création de la brasserie du Moulin de Saint-Martin.
Et alors 16 ans après, cette aventure, qui est une belle aventure, continue encore. Les paramètres ont changé. Aujourd'hui, tu es marié, tu travailles avec ton mari. Tu as la même passion et la même motivation tous les jours, tous les matins quand tu te lèves? Oui, la passion, elle est toujours là. La passion, elle est toujours là. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, justement, de tout ce qui a été fait, créé, c'est très beau parce que ça a vraiment bien évolué. On y est allé tout doucement, mais sûrement. On est sur des bases solides. On a donc créé vraiment une belle brasserie avec des capacités de production qui ont évolué au fur et à mesure de notre évolution finalement en termes de vente. Et donc les risques financiers sont limités à chaque fois aussi. C'est réfléchi. Voilà. Après, quand on est chef d'entreprise, on se rend bien compte que tous les jours ne sont pas aussi chouettes que réellement. Ce qui m'intéresse, en gros, c'est la production. C'est ça qui est chouette, de trouver des nouvelles recettes, d'essayer des choses. Vous avez aussi toutes les contingences techniques de la gestion d'une entreprise au quotidien, avec les moments de stress, d'émotion, de grande satisfaction quand il y a des choses qui aboutissent et qui réussissent, et puis les moments un peu plus difficiles ou certainement un peu moins chouettes de comptabilité, d'administratif et tout ça. Mais tout ça, ça fait le ciment, le piquant, le piment de tout ça, quoi. C'est aussi ça qui est gai d'être finalement son propre chef. On va visiter ? Oui, bien sûr, avec plaisir. On se retrouve dans la salle de brassage. C'est le 3e site de ta brasserie depuis sa création en décembre 2003. Donc tu as déjà déménagé 2 fois ? Oui, tout à fait. On est toujours resté à Saint-Martin-de-Bosnay. Au tout départ, on s'est installé dans le garage familial. Donc là où mon papa habitait à l'époque et habite toujours maintenant. Et puis très vite, on s'est retrouvé à l'étroit. Donc on a cherché à acheter un bâtiment à Saint-Martin, dans lequel on avait installé du matériel qui permettait de faire 100 litres par brassin. On est resté avec ce type de matériel jusqu'en 2011, où on a déménagé actuellement, dans la brasserie actuelle, où on avait installé du matériel de 500 litres avec des cuves de fermentation de 1000 litres. Et ça va faire 2 ans maintenant qu'on a changé toute la salle de brassage pour atterrir sur des cuves de 2000 litres et de la fermentation, des cuves de fermentation de garde de 2000 litres également. Donc là, on se trouve devant le concasseur et la vis sans fin qui va nous permettre, dans un premier temps, au niveau de la fabrication de la bière, d'utiliser le concasseur pour faire la mouture du malt. C'est-à-dire que le démarrage vraiment du processus de brassage commence vraiment par le traitement du malt. On le concasse avec un système de rouleau qui va éclater le grain. Ensuite, on va déposer tout ça dans une vis sans fin qui va amener en hauteur dans la cuve de brassage directement, sans trop se fatiguer, la mouture pour faire l'empâtage. Le malt, une fois concassé, tombe dans la cuve d'empâtage ? Oui, dans la cuve d'empâtage qui se trouve sur la gauche du bloc chaud. On a une cuve d'empâtage qui permet de faire empâtage et ébullition. Donc on va pouvoir faire l'empâtage, c'est-à-dire qu'on va faire l'infusion de démarrage de l'eau chaude qui est amenée directement par une bâche à eau chaude qu'on a au niveau de la brasserie, qui est juste derrière, et qui permet d'avoir une réserve d'eau chaude permanente qui va nous permettre aussi bien de faire du nettoyage que de faire le rinçage de la drèche, finalement d'avoir de l'eau chaude à disposition. Ce qui nous permet de pouvoir faire aussi des économies sur l'eau chaude qui est utilisée dans les circuits de refroidissement, des choses comme ça. Donc on fait l'empâtage, on fait donc l'infusion, les paliers de température qui sont réglés quasiment automatiquement via le tableau de commande qui est au-dessus de la plateforme entre les 2 cuves. Et la cuve de droite, qui a à peu près le même volume, elle va servir, pour la filtration de la mèche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir terminé les paliers de température, on va basculer l'entièreté de notre mou
on va dire, avec la drèche, va basculer dans la cuve filtre. Il faut imaginer une cuve avec un fond filtrant, donc c'est une grosse passoire finalement. Tout ça en inox, tout ça bien joli. On va filtrer le mélange et séparer le liquide du solide. Donc le liquide, ce qui nous intéresse finalement, va repartir dans la cuve principale, donc la cuve d'empâtage, et le solide, lui, va partir pour l'alimentation animale. C'est ce qu'on appelle la drèche de brasserie. Donc nous, on a un agriculteur dans le village à côté qui vient récupérer la drèche pour donner à ses vaches. Donc c'est des vaches laitières et il remarque en fait une augmentation de la production de lait quand on donne de la drèche de brasserie. Donc c'est aussi finalement économie circulaire pour nous, ça nous débarrasse entre guillemets d'un sous-produit de brasserie qu'on n'a plus besoin, et lui c'est un avantage pour sa production de lait. Et donc de temps en temps, il nous amène du lait et du fromage et tout le monde est content. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notre liquide qui est reparti dans la cuve principale. On le porte à ébullition et c'est là qu'on va faire intervenir le houblon. Donc le houblon, c'est une plante grimpante qui va avoir tout au long de la liane finalement des petits cônes qui sont les fleurs du houblon et qui vont donner l'amertume de la bière. Donc c'est là aussi on va pouvoir finalement en fonction des recettes et des besoins, des envies, pouvoir jouer sur l'amertume d'une bière plus ou moins prononcée. On va pouvoir aussi jouer avec des houblons aromatiques sur les différents types de houblons, amener tout un panel aromatique très différent qui peuvent aller du fruit agrume ou plutôt passion ou côté floral. Voilà, on peut imaginer plein de choses au niveau du houblon. Le houblon, c'est vraiment l'épice obligatoire de la bière. C'est ce qui donne finalement, c'est le sel dans la soupe. C'est vrai qu'on dit souvent que sans houblon, de toute façon, c'est pas une bière, c'est trop fade. Et il y a vraiment des possibilités multiples. Depuis l'essor de la bière, il y a aussi finalement un nouvel essor du houblon et le développement de variétés si pas nouvelles, en tout cas les retours d'anciennes et des choses qui sont vraiment très intéressantes aussi à ce niveau-là. Après, on continue le cycle sur notre pôle chaud, où là, on va faire le transfert en fait entre donc une fois que l'ébullition a été faite avec le houblon, ça dure à peu près 1 heure et demie, on va pouvoir transférer le mou en passant par le whirlpool qui se trouve toujours dans la même cuve principale. On va juste faire tourner en fait notre mou pour pouvoir faire déposer le gâteau, donc ce qu'on appelle la cassure, donc bien sûr qui est composé du houblon. Tout ça va se déposer dans le fond de la cuve et on va pouvoir récupérer un mou clair qui va passer par un petit mécanisme qui se trouve sur le côté gauche de la cuve, un petit peu en dessous. On va y aller progressivement vers le bas pour refroidir le mélange et passer dans les cuves de fermentation qui se trouvent juste en face de notre pôle chaud. On va revenir sur le refroidissement de la bière, donc une fois passée l'étape de l'ébullition, et avant de transférer la bière dans le fermenteur, elle passe par une sorte de serpentin qui sert à faire chuter la température, parce que en fin d'ébullition, elle sera quoi ? Elle sera à 80 degrés ? Oui, c'est ça. On est pas loin des 80 degrés et on va passer par ce qu'on appelle un échangeur à plaques qui va permettre tout simplement de transférer assez rapidement le mou chaud et au passage dans l'échangeur à plaques de le refroidir assez rapidement. Donc on va pouvoir grosso modo en 1 heure et demie transférer les 2000 litres de bière dans les cuves de fermentation. Il faut savoir qu'on ne peut pas directement transférer le mou chaud et faire un ensemencement avec les levures, puisque les levures sont des organismes qui au-delà de 30 degrés meurent et on ne pourrait pas continuer à faire le process de fermentation. Donc il nous faut refroidir le plus rapidement possible le mou pour pouvoir ensemencer direct aussi, pour éviter d'avoir des contaminations qui se développeraient assez rapidement en laissant un mou à la fois chaud, donc un peu bouillon de culture aussi, puisque la bière c'est quand même assez fragile, donc dès le moment où on est sorti de l'ébullition, tout ce qui va se passer ensuite, il faut que ça soit le plus possible sans prise d'air,
et le plus rapidement possible aussi ensemencer et démarrer la fermentation. Donc on a besoin de cet échangeur à plaques qui finalement fonctionne un peu comme un radiateur de voiture, hein. C'est de l'eau froide qui passe au contact de la bière chaude et donc on va avoir un transfert de température. Et c'est là aussi où c'est intéressant pour nous d'avoir ce que je vous disais tout à l'heure, la bâche à eau chaude, c'est qu'elle va pouvoir récupérer en fait toute l'eau des transferts de température. On a de l'eau chaude gratos qui permet tout de suite, si on veut, de nettoyer ou de récupérer pour faire éventuellement un autre brassin derrière. Et finalement, on a récupéré la chaleur de notre brassin pour faire de l'eau chaude. Le mou, en fait, va être transféré dans les cuves. Alors, il faut imaginer, c'est des cuves, ce qu'on appelle cylindres coniques. C'est des choses qu'on retrouve assez souvent aussi dans le monde du vin ou du champagne. Des grandes cuves assez allongées qui se terminent par un cône dans le bas. Ce qui nous permet donc de travailler à la fois la fermentation dans un premier temps, c'est-à-dire que la levure va utiliser le sucre qu'on a extrait du malt, le transformer en alcool et en gaz. Donc c'est un process, la fermentation, qui va durer à peu près une semaine, pendant lequel le taux de sucre va diminuer au profit du taux d'alcool qui va augmenter progressivement. Et ensuite, on a une double paroi. D'ailleurs, on entend, si vous prêtez l'oreille, ce qu'on entend, c'est le bruit de la circulation du glycol entre les deux parois de notre cuve cylindre conique et qui permet de refroidir la bière pour la garde. Donc, on va avoir toujours le mou dans la cuve. Il va rester dedans. À la fin de la fermentation, on va juste diminuer la température de notre bière. Donc, on va avoir une période un petit peu plus calme et c'est là que c'est intéressant d'avoir des cuves cylindres conique, puisque c'est le seul moyen de faire une décantation. C'est-à-dire que on va diminuer donc autour de 3-4 degrés la température. On va aussi avoir une période de garde un peu plus longue, donc on va attendre 15 jours, 3 semaines. Pendant ce temps, toutes les matières en suspension, donc le trop-plein de levure, éventuellement toutes les petits... voilà, si vous avez des organismes encore en mouvement, tout ça va avoir tendance à bien descendre dans le fond de la cuve et le cylindre conique aide aussi à cette décantation. Puisque tout ça va avoir tendance, donc ce trop-plein de levure, à rester bien dans le bas de la cuve et on va pouvoir purger, c'est-à-dire qu'on va utiliser une des vannes qui se trouve à peu près au milieu de notre cône et qui va permettre de tirer au clair, c'est-à-dire qu'on va enlever ce trop-plein de levure pour finalement n'avoir que la couche supérieure qui, elle, est bien claire, bien limpide et le plus clair possible. Puisque ensuite, que ça soit pour la mise en fût ou la mise en bouteille, on n'aura pas de filtration derrière. Donc c'est vraiment important d'avoir à la fois ce temps un peu plus long de garde pour la clarification de la bière, la décantation de la bière. L'étape suivante, c'est celle du conditionnement. Alors, fût ou bouteille, c'est là que tu es heureuse d'avoir un mari pour t'aider? Oui, tout à fait, parce qu'il faut être deux, hein, grosso modo, pour pouvoir mettre en bouteille. Et surtout qu'il met pas la main à la pâte, hein. Jusqu'à présent, c'est toi la brasseuse. Oui, c'est vrai. Oui, au niveau méthode de fabrication, c'est moi. Oui, c'est moi. Je fais ma popote et c'est mon boulot. Ouais, je suis brasseur ou brasseuse. Je sais pas si on peut le dire, mais arriver à la mise en bouteille, c'est vrai que y a besoin d'aide parce que vous pouvez pas être à la fois à l'entrée de la ligne et à la fois à la sortie. Voilà, sinon il faut vraiment courir. C'est une machine, donc vous avez un petit convoyeur au démarrage, une machine où vous mettez les bouteilles manuellement sur le petit convoyeur. Ensuite, on va avoir progressivement le mélange qui va être rempli dans les bouteilles. Au fur et à mesure, vous avez ce qu'on appelle une étoile en fait qui va tourner au fur et à mesure. Les pistons vont se lever et donc se remplir. On a 9 becs de remplissage. Directement ensuite, on va avoir la capsule qui va être installée aussi bien sur les 33 que sur les 75 centilitres. Le petit convoyeur qui va permettre ensuite d'amener à l'étiqueteuse. Donc on va avoir l'étiquetage qui se fait directement dans la foulée et à la sortie, mon mari ou éventuellement mon collègue qui va reprendre
les bouteilles et les mettre directement en carton et les mettre en palette. Donc on va faire les palettes au fur et à mesure de la journée. Donc c'est une machine, quand ça fonctionne bien, ça peut aller sur un rythme de à peu près 800 à 1000 bouteilles à l'heure. Il faut aussi que l'humain, on va dire, suive en termes de réapprovisionnement de bouteilles, de capsules, d'étiquettes, de colle. Donc on court un peu partout et puis c'est des journées qui sont assez longues parce que pour pouvoir faire les 2000 litres de bière d'un coup, puisque je vous disais que la bière c'est un produit assez fragile, donc évidemment dès le moment où on a lancé une mise en bouteille, il faut que tout soit fait le plus rapidement possible. On va avoir un liquide au moment de la mise en bouteille qui va être plat et donc on va refaire ce qu'on appelle une refermentation en bouteille. Donc avant de réellement mettre en bouteille, on va reprendre l'entièreté de notre bière, rajouter un petit peu de sucre et un peu de levure et repartir pour la mise en bouteille. Et une fois capsulée, cette bière, elle va rester encore dans la brasserie une quinzaine de jours pour permettre en fait une seconde fermentation grâce à la levure qu'on a rajoutée et surtout au sucre qui est de nouveau présent dans le mélange. Donc vous allez avoir exactement le même processus. La levure va utiliser le sucre, transformer en un petit peu d'alcool. Les quantités ne sont pas énormes qui sont produites à ce moment-là. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment le gaz qui va être produit suite à cette réaction. Et le gaz, c'est ce qui va donner le pétillant de la bière. Donc ça, c'est vraiment une technique, je ne vais pas dire ancestrale, mais assez ancienne, qui permet de faire du pétillant et de faire vraiment une bière dite refermentée en bouteille. C'est des choses qu'on voit beaucoup, bien sûr, en Belgique, dans tout ce qui est bière spéciale, mais pas que, puisqu'il y a beaucoup de brasseries artisanales qui fonctionnent comme ça, même en France et puis dans d'autres pays aussi. Voilà. Et alors pour le fût, la technique est différente ? Oui, la technique est différente puisque nous, on va réaliser des fûts dits saturés, c'est-à-dire qu'en fait, au moment de la fermentation, en fin de fermentation, on va fermer la cuve de fermentation et donc empêcher le gaz de s'échapper. Donc on va saturer la bière, donc c'est la même façon qu'on pourrait visuellement imaginer une machine d'eau pétillante, comme on a maintenant beaucoup à la maison. On met de gaz dans la bouteille, si vous le laissez ouverte, vous avez le gaz qui va s'échapper. Si vous fermez le bouchon, le gaz va rester dedans. Et le principe reste le même ici pour la cuve de fermentation. Donc on va fermer le bouchon. On va permettre tout simplement au gaz de se mélanger dans le liquide, de rester finalement un liquide pétillant. Pendant toute la garde de manière identique, donc on va garder ce gaz et on va mettre en fût directement un liquide qui est pétillant. Donc pour ça nécessite une machine un petit peu différente d'une machine classique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire cette refermentation comme dans les bouteilles, on va utiliser une machine qui travaille sous pression, c'est-à-dire qui va empêcher que le gaz qui est déjà dans le liquide ne s'échappe. Et donc on va être systématiquement, alors c'est des machines ce qu'on appelle isobarométriques et qui permettent de faire tout ça sans que ça ne mousse de trop et sans perte de gaz. Et alors en termes de conditionnement, quel est le volume de production qui part en fût et le volume qui part en bouteille ? On n'est pas loin de kiff-kiff 50-50 à peu près. On doit être autour à peu près de 40 000 litres en bouteille et puis 40 000 litres en fût sur la totalité de la production. Oui. On va goûter ? Oui. Ça venait du cœur. Oui. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Alors Mao, tu nous as préparé quelques bouteilles. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors dans un premier temps, pour les dégustations, on va commencer par le plus clair, le plus léger. Donc on commence par la blonde. Donc la particularité de notre blonde, donc, c'est que c'est une blonde qui est refermentée en bouteille et qui a la particularité aussi d'être bio. Puisqu'on a 2 bières de notre gamme qui sont bio, c'est-à-dire que tout simplement les ingrédients de base, tout ce qui existe en bio doivent rentrer dans la composition certifiée bio, donc par EcoCert. C'est une blonde à 5 degrés qui a une belle couleur blonde. Alors on va commencer la dégustation. Et voilà. Alors on a reçu une couleur assez claire, assez
translucide, on va dire. On est sur une bière assez claire. Alors c'est comme toutes les bières qui sont refermentées en bouteille. Si vous voulez une bière le plus claire possible, on évitera de servir le dernier centimètre de la bouteille. Et si au contraire vous voulez une bière qui aura un petit peu plus le goût de levure, eh bien vous gardez le dernier centimètre, vous secouez un petit peu le fond de la bouteille et puis vous versez le reste directement dans le verre. Alors ça vraiment comme conséquence de troubler un petit peu la bière, mais le côté vraiment levure typique des bières refermentées en bouteille sera plus présent à ce moment-là. Alors, au niveau de la mousse, on a une mousse assez légère, assez fine, et un goût qui à cette heure-ci est juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on est sur une bière qui n'est pas trop amère, qui est assez légère, qui a un nez un peu fruité et qui est assez ronde, qui n'est pas trop sèche. C'est une blonde assez légère, mais qui a le caractère de la refermentation aussi en bouteille. On continue. La bouteille a été un petit peu secouée. Hop. Alors, on va continuer avec un sour. Alors, le sour en anglais, c'est sûr. Donc, en fait, c'est une bière qui a été volontairement acidifiée. Donc, pour nous, au niveau de la méthode de fabrication, ça change un peu de la méthode classique d'une bière. C'est-à-dire qu'on va faire l'infusion classique, on va filtrer comme une bière normale, et ensuite, on va volontairement, dans la cuve de brassage, avant de faire le houblonnage, on va jeter un sac de grains cru, de malt, directement dans la cuve, et on va le laisser pendant à peu près 4 à 5 jours, tout simplement macérer. Progressivement, en fait, vous allez avoir des composants qui sont sur le grain de malt qui vont acidifier le mou. Et donc progressivement, on va obtenir ce côté sour. Donc c'est cette bière un peu acide, un peu acidulée, un peu fruitée, qu'on retrouve aussi un petit peu comme goût de certaines gueuses en Belgique. Et après ces 4-5 jours de macération, finalement, on va continuer le brassage de manière classique, avec un houblonnage tout à fait classique, fermentation, garde et puis mise en bouteille comme une bière classique. Et au niveau du type de bière qu'on va avoir, on a une robe finalement blonde avec un léger doré, on va dire, une mousse qui est bien dense et un petit goût assez intéressant dans le sens où on est un petit peu sur un produit atypique, je trouve. Le côté un peu acide qu'on ne retrouve évidemment pas du tout dans d'autres produits. Santé. On poursuit notre dégustation avec la bière ambrée. Tout à fait. Ouais, une bière ambrée qui est titre à 6,5 et qui, comme son nom l'indique, est plutôt de couleur rousse. Hein, une ambrée avec quelques épices, des écorces d'orange, des étoiles d'anis. Hop. Voilà. Donc une belle robe bien cuivrée, une mousse un petit peu colorée qui tire un peu sur le jaune et un corps qui est déjà beaucoup plus prononcé que les autres bières qu'on a dégustées. Le côté un peu rond, un peu doucereux, presque un peu comme du sirop en fait. On a ce côté un petit peu sucré des bières que j'aime beaucoup. Sur les bières un petit peu plus fortes, qui ont un peu plus de caractère, c'est ce côté-là que je recherche au niveau des bières qui ont un petit peu plus de caractère. Est-ce que tes origines belges t'influencent dans ton métier de brasseur ou de brasseuse, tu choisis ? Oui. Oh, je préfère brasseur, c'est bizarre. Hein. Oui, certainement, puisque j'ai un peu des référentiels de bière belge. J'avoue, malgré tout, toutes ces années en France, connaître encore un peu plus
la bière en Belgique qu'en France. Et promis, je ferai un road trip à un moment donné. Il y en a tellement de belles nouvelles brasseries en France qu'il faudrait faire un peu des voyages pour découvrir tout ça aussi. Mais ça a certainement influencé mon type de production, les paliers de température, tout ça, c'est typiquement belge. La quatrième bière qu'on va déguster dans quelques instants, c'est la triple. La triple, c'est la référence suprême en Belgique. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de triple en Belgique. Triple, triple, le L en fonction de la langue. Mais c'est vrai qu'on pense souvent triple fermentation. Et en fait, il y a un peu différentes écoles pour l'explication de pourquoi ça s'appelle triple. On ne peut pas que expliquer que c'est qu'il y a une troisième fermentation, puisque en fait, on considère la première fermentation dans la cuve classique, la deuxième c'est pendant la garde, l'activité, elle reste malgré tout, la bière et la levure restent actives, même si l'activité est moins importante. Et la troisième fermentation se trouve dans la bouteille. Et donc c'est 1, 2, 3, ça expliquerait la triple. Mais finalement, on remarque que les autres bières aussi, finalement, fonctionnent comme ça. Et donc ça ne peut pas être la seule explication. Et une des explications, entre autres en Belgique, c'est plutôt pour catégoriser la bière par rapport à son degré d'alcool, le type de bière que ça représente. C'est-à-dire que vous aviez, en Belgique, on trouve un peu moins maintenant, mais les bières simples qui sont plutôt des bières de table, on va dire entre 2, 3, voire 4 degrés. Les bières doubles qu'on trouve aussi 5, 6 degrés. Et vous avez les triples qui titrent à partir de 7, 8, voire 9 degrés. Et certaines brasseries proposent même ce qu'on appelle des quadruples, et qui sont en fait finalement en rapport vraiment direct avec le côté corps, caractère et aussi finalement degré d'alcool des bières que ça représente. Alors voilà, on goûte la triple. Et voilà. Une triple avec une belle robe cuivrée. Oui, on est plutôt sur une robe cuivrée. On est le début, on va dire le début de la gamme dans les ambrés. On est vraiment sur une bière rousse qui titre à 8 degrés. Donc on commence à avoir un petit peu plus on va dire sur une bière un peu plus charpentée, avec une belle couleur ambrée. On est sur une bière qui a beaucoup plus de rondeur, plus sucrée. Au niveau du corps, on est déjà beaucoup plus prononcé. On sent un petit peu l'alcool sans trop être présent. Une pétillance assez légère qui permet vraiment de goûter pleinement le côté un peu presque liquoreux. Merci à Mao d'Arras d'Audrecy-Morin pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Comme d'habitude, je vous propose de découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram du Podcapsuleur. Merci pour vos partages. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et pour m'aider à poursuivre l'aventure, soutenez-moi en offrant votre tournée sur Tipeee. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.